Merci, Monsieur le député. Maintenant, nous poursuivons avec Madame la députée de Westmount Saint-Louis. Je vous laisse le temps, Madame la députée. Alors voilà, Madame la députée, je vous cède la parole. Merci, Madame la Présidente. Je suis désolée. Actuellement, j'aime toujours dire que c'est un plaisir pour moi d'intervenir sur des projets de loi, mais évidemment, comme vous le savez sans doute, Madame la Présidente, il y a des projets de loi dont on a plus de difficultés à s'exprimer parce que on est surtout en désaccord, mais dans cette fois-ci, je dirais que c'est un projet de loi qui fait mal à la population, qui fait mal à la politique. Alors, je trouve difficile d'être ici pour débattre du projet de loi 1, la loi constitutionnelle de 2025 du Québec. Parce que ce que je dénonce ici aujourd'hui, c'est pas l'idée d'une constitution, Madame la Présidente. On peut avoir le débat si on devrait en avoir un ou non, le lien avec le fédéral, c'est lequel qui serait utilisé dans un recours juridique, par exemple. Mais c'est pas ça. Le débat ici, c'est la manière, c'est l'intention. Ce sont les conséquences si jamais le projet de loi 1 sera adopté, surtout si ce sera adopté sans avoir des amendements essentiels aux articles qui paraissent dedans. Parce qu'une constitution ne devait jamais être partisan. Et on est loin de ceci. Une constitution, c'est une pacte social, c'est l'expression de nos valeurs communes, c'est le document qui doit suivre au gouvernement, pas seulement écrit par un gouvernement. Or, dès le départ, le ministre de la Justice a choisi de politiser ce qui aurait dû être un projet qui aurait pu être très rassembleur. Et malheureusement, cette loi représente évidemment une constitution caquiste, pas une constitution transpartisane, pas une constitution qui reflète les valeurs de la population québécoise, avec toute sa beauté, avec toute sa diversité, avec l'inclusivité dont moi je connais dans mon comté et parmi tous les Québécois et Québécoises que je fréquente. C'est pas un projet de loi qui va renforcer les droits. On l'a entendu, plusieurs personnes disent ça. C'est un projet de loi qui va concentrer les pouvoirs. Puis c'est intéressant parce que même le rapport Rousseau-Proulx recommandait pourtant une démarche transpartisane et inclusive dans leur rapport, quelque chose qui était demandé par le gouvernement avant de déposer ce projet de loi. Fait que la question se pose de pourquoi on se retrouve ici aujourd'hui en train de se débattre de ceci suite à des recommandations des experts qui ont été demandées par le gouvernement de préparer et nous donner leur point de vue des recommandations suite à une consultation. Fait que même les experts consultés recommandaient une approche ouverte, structurée, impliquant la société civile. C'est pas un après, c'est un avant que nous avons eu besoin. Alors, au lieu de cela, ce que nous avons eu, Madame la Présidente, c'est un ministre qui voulait même pas des consultations générales. Au départ, on a dû faire cette demande et ce débat pour en avoir. Fait qu'on a dû faire la pression pour qu'il accepte. Mais encore une fois, on parle d'une constitution qui va avoir un impact majeur sur tous les Québécois et Québécoises. Et lorsqu'il a accepté, chaque groupe qui sont venus s'exprimer en commission a eu que 30 minutes. 30 minutes. Pour parler d'un texte fondateur. C'est insuffisant, c'est précipité et c'est profondément problématique sur le plan démocratique. C'est sûr, il y a une inquiétude massive de la société civile. Pour ceux qui nous écoutent, les débats, puis les collègues qui sont ici en chambre, je ne suis pas la première personne à exprimer les inquiétudes du société civile. On a entendu plus de 200 groupes en commission parlementaire. Plus de 60 de ces groupes ont exprimé des préoccupations très importantes. Parmi eux, je peux juste nommer l'Institut de Nouveau Monde, qui réclame une déclaration de participation publique, ouverte et structurée. L'Union des municipalités qui déplore ne pas avoir été consultée malgré les conséquences majeures sur eux. La Chambre de notaires qui souligne eux aussi que les meilleures pratiques n'ont pas été suivies. Le Barreau du Québec qui met en garde contre les mécanismes qui menacent la séparation des pouvoirs de l'État de droit. Quand les juristes, les municipalités
les ordres professionnels et les groupes citoyens tiennent la sonnette d'alarme, le gouvernement, tous les élus devraient écouter. Au lieu de cela, le gouvernement fonce. Je ne peux pas expliquer pourquoi. Moi, je suis élue, Madame la Présidente, pour représenter mes citoyens, pour représenter les citoyens du Québec pour les dossiers nationaux dont je porte, pour porter la voix. C'est ça le rôle principal d'un élu, c'est de porter la voix. Mais ici, c'est aucunement ce que nous sommes en train de faire. Encore une fois, c'est une constitution caquiste. Et toute constitution doit être fondée sur une participation publique, ouverte, structurée, pour que ça soit légitime. C'est pas le cas dans le projet de loi 1. On a entendu la CSN, le FTQ, la Ligue des droits et libertés qui réclament le retrait complet de ce projet de loi qu'elle rejette en bloc. Puis, tu sais, le Québec pourra aussi s'inspirer de l'Écosse où un processus qui a pris, oui, plusieurs années a impliqué quand même toute la société civile avant un référendum. Quand même un processus respectable. Et là, on sent que c'était un projet de société. Mais encore une fois, je répète, c'est tout sauf un projet de société, le projet de loi 1. Je ne peux pas passer sous le silence, Madame la Présidente, sans nommer l'impact du projet de loi 1 sur la communauté anglophone parce qu'il n'y a qu'une reconnaissance symbolique dans le projet de loi 1. Et rien de plus. Et évidemment, Madame la Présidente, vous savez très bien, je suis la députée de Westmount-Saint-Louis et très fière de l'être. Je représente une circonscription très diverse où la communauté anglophone, oui, est là, ça fait 30% de notre population. On a un 30-30-30. La communauté anglophone est vivante, est engagée, profondément attachée au Québec, parfaitement bilingue. Des Québécois et Québécoises de souche. Mais dans ce projet de loi, la seule mention des droits de la communauté anglophone se trouve dans le préambule. Une phrase symbolique, sans mécanisme de protection. Or, les groupes représentant cette communauté ont été très, très clairs lors de leur audition et dans leur mémoire. L'Université Bishop qui demande que des protections soient enchâssées dans la Constitution. L'Association des comités de parents anglophones affirme que le projet réduit la protection des minorités et menace leur institution. L'Association des commissions scolaires anglophones du Québec parle d'atteinte à la démocratie québécoise. Même Daniel Turp affirme qu'il faut enchâsser les droits collectifs et certains droits individuels des anglophones. Pourtant, d'autant anglophones ne se reconnaissent pas à l'intérieur de cette Constitution, à l'intérieur du projet de loi 1, ça leur fait peur. Ça me fait peur. Parce que c'est clair que, encore une fois, c'est une Constitution caquiste qui ne prend pas en considération toutes les factions de notre population, toute notre diversité, tous les Québécois et Québécoises qui contribuent à nous faire rayonner, à notre succès. Puis je trouve ça dommage parce que c'est un message qu'on envoie à cette tranche de la population que vos droits ne sont pas importants, que pendant que nous avons écrit ce projet de loi, on a pris conscience, assez juste pour faire la motion, dans les remarques, dans les notes, mais pas assez pour enchâsser vos droits. Fait on n'est pas préoccupé par ça, on ne veut pas les protéger. Une constitution moderne n'aura jamais été aussi ethnocentrique. Elle aurait été inclusive. C'est ça, une vraie constitution. Elle doit reconnaître explicitement les droits de la communauté anglophone, notamment en matière d'éducation et de santé, choses qu'on sait sont très chères pour eux. Et c'est pas un geste de faiblesse de faire cette reconnaissance et d'enchâsser les droits de la communauté anglophone dans une constitution, dans n'importe quelle loi. C'est un geste de maturité démocratique. Et il me semble, en 2026, nous sommes rendus là. Avec tout ce que nous voyons à l'échelle internationale, tout le mal que nous voyons à chaque jour en nouvelles, il me semble que nous sommes rendus là, ici, aujourd'hui. Fait que ça me désole énormément que c'est pas quelque chose qui a été reconnu dans ce projet de loi. To not recognize and respect the Anglophone community of Quebec is not an affirmation of Quebec's identity. It's a failure of leadership. Let's be clear. It's a missed opportunity to build a constitution that truly reflects who we are, each and every
Quebecer, not some Quebecers, all Quebecers. And Quebec is strongest when it protects and includes and values all of its communities, not just some of its communities, all of its communities. And I'm going to get to the First Nations and Inuit communities soon. It's the very foundation of what a constitution should be. It's the protection of inclusion and unity. Concernant les Autochtones, Madame la Présidente, le constat est vraiment accablant. Non seulement qu'ils n'ont pas été consultés avant le dépôt du projet de loi 1, qui est un manque de respect, mais en plus, c'est un recul dans les relations avec le gouvernement. Puis encore une fois, ça me désole, surtout que une constitution devrait être une réflexion de notre société québécoise qui prend en considération tous les membres de cette société. Ils sont mentionnés que 3 fois dans le préambule, sans aucune reconnaissance concrète de leurs droits dans le corps du texte. Bizarre. L'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador a d'ailleurs demandé le rejet pur et simple du projet, dénonçant un recul majeur dans les relations avec l'État. La Déclaration des Nations unies sur le droit des peuples autochtones est complètement absent dans le projet de loi 1, surtout que l'Assemblée, encore une fois, c'est incongruent, c'est un manque de cohérence parce qu'on a adopté ici à l'Assemblée dans le passé une motion unanime pour reconnaître la Déclaration des Nations unies, mais ça ne se retrouve pas à l'intérieur de ce corpus. On l'a entendu juste dernièrement par mon collègue, mais c'est un projet de loi qui limite l'accès au tribunal. C'est une attaque des contre-pouvoirs. L'article 5 de la loi sur l'autonomie constitutionnelle limite la capacité des organismes publics de contester certaines lois avec des fonds publics. Bon. On sait qu'on a les groupes communautaires qui vont bientôt être en grève en passant, le communautaire à bout. On représente une partie de la population qui ont besoin d'avoir nos organismes communautaires, puis les bâillonner, de ne pas leur donner la possibilité de s'exprimer ou de défendre leurs droits ou le droit des personnes qu'ils représentent, c'est d'abolir le contrepoids. J'ai une pétition qui roule actuellement, Madame la Présidente, puis le titre, c'est demande visant à améliorer et stabiliser le financement des organismes communautaires et des organismes à but non lucratif du Québec. Puis je souhaite lire juste les 2 premiers paragraphes parce que je trouve très pertinent, considérant que les organismes communautaires et les organismes à but non lucratif constituent un pilier essentiel du filet social québécois et contribuent directement au bien-être des personnes et des communautés sur l'ensemble du territoire, considérant que ces organismes soutiennent quotidiennement des populations en situation de vulnérabilité, notamment les jeunes, les familles, les personnes vivant des enjeux de santé mentale, les personnes en situation de pauvreté ou itinérance, les personnes immigrantes, les personnes issues des communautés racisées ou marginalisées, les personnes en situation de handicap, les femmes victimes de violences ainsi que les communautés autochtones, sans illimité. L'article 5 de ce projet de loi est une attaque sans précédent contre les contre-pouvoirs qui sont là pour défendre ces groupes, ces personnes, ces membres de notre société. En interdisant les organismes publics, les organismes communautaires, puis ça, c'est pas uniquement avec eux, c'est aussi les municipalités, les universités, les ordres professionnels, d'utiliser les fonds publics pour contester les lois. Le gouvernement tente de museler ceux qui pourraient s'opposer à ces dérives. Je suis dans ma 8e année ici en Chambre, Madame la Présidente, comme élue, puis je peux vous dire, j'en ai vu des dérives. J'en ai vu des projets de loi qui avaient gravement besoin d'être améliorés, bonifiés. Mais la façon que nous aurons pu le faire, c'est parce qu'on est à l'écoute des fois, pas tout le temps, à les membres de la communauté, surtout les organismes communautaires qui sont là pour défendre et rejoindre, accompagner les personnes qui se retrouvent souvent en situation de vulnérabilité. C'est le bras droit et le bras gauche du gouvernement. C'est une mesure, l'article 5, c'est une mesure de nature autoritaire qui restreint l'accès aux tribunaux. J'ai du mal à comprendre. En plus qu'on va avoir la création d'un conseil constitutionnel politique, puis ça, c'est extrêmement dangereux. C'est un conseil dont les membres seraient recommandés par le premier ministre
pour leur idéologie plutôt que pour leurs compétences juridiques. Puis ça ferait concurrence aux tribunaux indépendants. Puis en démocratie, les tribunaux doivent trancher de manière rationnelle et non selon ce qui est politiquement payant pour le gouvernement qui est en place. Alors concrètement, ce que le gouvernement de la CAQ est en train de faire, c'est de dire, puis là, je vous nomme des choses qui existent déjà. Fait que je comprends pourquoi le gouvernement souhaite aller là. Je comprends pourquoi le gouvernement souhaite bâillonner et museler les contre-pouvoirs. C'est parce qu'il souhaite qu'aucune université ne pourrait pas contester les frais de scolarité imposés par le gouvernement, qu'un organisme communautaire ne pourra pas contester une décision du gouvernement qui impacte leur mission. Une commission scolaire ne pourra plus contester les lois qui portent atteinte à la Charte des droits et libertés. Je répète, c'est une restriction directe à l'accès aux tribunaux. Ça porte atteinte aux droits des citoyens et citoyennes du Québec. Je ne suis pas la seule personne qui pense ça, Monsieur le Président. On a aussi le Barreau du Québec qui parle d'un affaiblissement des droits fondamentaux et d'une menace à la séparation des pouvoirs. C'est la fragilisation de notre État de droit. Ils ont levé, eux, un immense drapeau rouge. Ce projet menace l'équilibre des pouvoirs, la prévisibilité juridique et l'accès à la justice. La Commission des droits de la personne inquiète ne plus pouvoir remplir sa mission. Le CDPDG, une constitution ne peut jamais museler les contre-pouvoirs et doit les protéger. Puis en parlant des protéger, c'est sûr, on ne peut pas parler de l'épisode de l'avortement. C'était un stress inutile et irresponsable de la part du gouvernement, surtout le ministre de la Justice. C'est l'article 29. Puis, tu sais, le ministre a finalement eu digne de retirer la disposition touchant l'avortement. Et c'est clair, les gens sont soulagés. Moi aussi, je suis soulagée, mais le mal est fait. Puis si je pense à ma collègue, la députée de Robert Baldwin, qui milite à chaque jour pour protéger les droits des femmes, apporte le dossier de la condition féminine, mais chacun entre nous devrait porter cette mission avec la même vigueur. Surtout le gouvernement. Mais c'est tout sauf qu'ils ont fait. Puis pendant des mois, qu'est-ce qu'on a eu? C'est des groupes anti-choix qui ont une tribune, des organismes qui protègent le droit à l'avortement ont dû consacrer des ressources importantes pour défendre un droit déjà reconnu. Des femmes ont ressenti de l'inquiétude. Des travailleuses communautaires ont vécu un stress sincèrement inutile. C'est un débat qui n'aura pas dû avoir lieu. Il n'aura pas dû être ici, à cette Assemblée nationale. La santé de la femme, le choix des femmes en ce qui concerne leur corps, c'est une décision personnelle. Ni le gouvernement, ni le ministre de la Justice devraient porter atteinte à ça. Jamais. Il a détourné la commission de l'analyse d'autres dispositions parce que les gens ont perdu du temps. Ils ont parlé de ça, puis il y a tellement d'articles dans cette loi qui auront pu adresser. Mais parce qu'il y avait un parc qui était installé inutile, puis à cause de l'irresponsabilité du gouvernement, ils auront pu peut-être utiliser leur temps pour parler d'autre chose. Quand on touche un droit fondamental, on doit agir avec prudence, sensibilité et responsabilité, pas avec de l'entêtement. C'est malheureux, mais c'est ça qu'on a eu des. Une constitution doit unir, pas punir, pas diviser. Une constitution doit être adoptée de manière transpartisane, en partenariat avec les Premières Nations, avec la reconnaissance explicite des droits de la communauté anglophone, en protégeant l'accès aux tribunaux, en renforçant, non affaiblissant, la démocratie. Il néglige, cette fois-ci, les droits fondamentaux. Il limite les contre-pouvoirs. C'est tout sauf ce que nous devons avoir ici, à l'Assemblée nationale du Québec, comme débat en ce qui concerne les droits des Québécois et Québécoises. Mon chef, Charles Milliard, a tendu la main. Pourquoi pas travailler ensemble? Il prend un engagement de s'asseoir avec toutes les autres formations politiques pour rédiger quelque chose de transpartisan, à l'image de tous les Québécois. Ça, c'est ce que le gouvernement aurait dû faire. Un gouvernement responsable, un gouvernement qui respecte les citoyens aurait fait ça. Mais c'est pas ça qu'on a eu.
Moi, je crois qu'une constitution devrait être inclusive, ça devrait être moderne, transpartisane, respectueuse des minorités, protectrice des droits fondamentaux. Parce qu'une constitution n'apparaît pas à une partie, ça appartient au peuple. Et avec le projet de loi 1, on passe à côté de ça, Monsieur le Président, et c'est injuste envers la population du Québec. Merci. Merci, Madame la députée de Westmount.